Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Vous savez combien je suis attachée au devoir de mémoire et aujourd'hui je tiens à donner la parole à Evelyne Askolovitch à qui je dis avant tout bonjour Evelyne. Bonjour Monique. Evelyne, je sais que tu passes dans les écoles et que le devoir de mémoire est très très important pour toi. Tu ne te lasses pas de parler de ce qui s'est passé, la Shoah, qui reste inscrite un petit peu partout. Et nous allons tout de suite te demander, Evelyne, où es-tu née ? Je suis née à Amsterdam de parents venus d'Allemagne. Toute ma famille venait d'Allemagne depuis des siècles et des siècles et des siècles, intégrés, ayant une vie allemande, lisant l'allemand, parlant l'allemand, allant à l'école, de deux tendances du judaïsme. Pour mon père, d'une tendance très pratiquante, très religieuse, mais comme il fallait le Samson Raphaël Hirsch, la tendance était celle-là, et donc on pratiquait, on apprenait tout sur le judaïsme, mais on était dans la vie, on travaillait, on allait à l'école, même les filles allaient à l'école, et du côté de ma mère, de Spire, mon père c'était de Francfort, ma mère de Spire, c'était la tendance libérale, mais tout à fait allemand. Ma grand-mère maternelle avait lu le livre de Hitler en 1923 et l'avait mis de côté en disant le type il est fou, on ne peut pas faire des choses comme ça, c'est impossible et de toute façon nous sommes allemands. C'est d'autant plus que son mari, mon grand-père, avait fait la guerre 14-18 pendant 4 ans. Il était sur le front russe. Ma mère est née l'avant-veille de la déclaration de la Première Guerre mondiale, le 30 juillet 1914. Elle est décédée il y a environ 3 mois, le 8 mars, à l'âge de cette année 2019, à l'âge de 104 ans. Bien qu'elle a été dans les camps soviétiques, mon père et moi-même. Et toute cette famille a vécu en Allemagne paisiblement, ne pensant pas une seconde que les choses allaient se détériorer. Mes parents mon père a quitté l'Allemagne en 1933. Il est allé à Amsterdam, persuadé que la Hollande resterait neutre. Ma mère a quitté l'Allemagne en 1934 quand elle a passé son baccalauréat et que sur le baccalauréat il y avait écrit des félicitations pour mademoiselle Annie Seligman et nous lui souhaitons bonne chance dans sa future vie professionnelle. Ce qui voulait dire qu'elle n'avait pas le droit d'étudier, elle qui voulait devenir juge pour enfants. Elle n'avait pas le droit d'étudier parce qu'elle était juive. Elle est allée en Angleterre où elle est devenue pionne dans un boarding school, dans un internat. Elle a passé un certificat d'aptitude de Cambridge qui lui a servi pendant la Shoah, mais on va y revenir. Elle a rencontré mon père par hasard aux Pays-Bas, à Amsterdam, où elle avait également de la famille. Ils se sont mariés en 1936, encore en Allemagne, parce que à ce moment-là, Hitler, en vue des JO de Berlin, ça avait l'air d'aller un peu mieux. Ils se sont mariés dans une petite ville, Wiesbaden, entre Spire et Francfort, avec seulement une partie de la famille des deux côtés, parce que la guerre menaçait. Il y avait déjà les lois anti-juives depuis que Hitler était venu au pouvoir en 1933, tout à fait légalement d'ailleurs. Et sur la photo de mariage que j'amène partout quand je vais dans des écoles, il y a les parents de mon père, les parents de ma mère, mais il n'y a pas les sœurs de mon père qui étaient déjà parties, une sœur en Palestine, une autre sœur aux États-Unis, encore une autre sœur en Angleterre. Il ne restait qu'un frère qui était là et qui lui a quitté
l'Allemagne après la nuit de cristal. Et du côté de ma mère, il n'y avait pas sa sœur aînée, qui était déjà partie en Argentine, et ses parents. Et ils se sont donc établis à Amsterdam, où il y avait déjà beaucoup de juifs qui étaient venus d'Allemagne et qui avaient eu domicile à Amsterdam. Et moi, je suis née le 15 juillet 1938. C'était juste avant la fin de la conférence d'Évian où tous les États européens avaient dit qu'ils ne pouvaient pas prendre les Juifs comme Hitler le leur avait demandé. Hitler avait dit à la conférence d'Évian, si vous me débarrassez de tous les Juifs, j'arrêterai les persécutions. Eh bien, tout le monde a dit que c'était terrible. Tous les pays, il y avait 31 pays à cette conférence. Tout le monde a dit que c'était épouvantable, mais que pour le moment, ils ne pouvaient rien faire du tout. Et donc, je suis née dans ce foyer allemand, mais je n'ai jamais parlé allemand avec mes parents. Je suis née à Amsterdam, j'étais choyée. Et puis, quand la guerre a éclaté, toujours mes parents étaient persuadés que la vie continuerait, que la Hollande resterait neutre. Et le 9 mai au soir, l'ambassadeur d'Allemagne est venu à assurer le gouvernement que la Hollande resterait neutre. Et quelques heures après, les troupes allemandes ont envahi la Hollande et puis la Belgique et puis ensuite la France. Et la guerre a donc commencé et moi je me rappelle juste qu'il y avait beaucoup de bombardements puisque les Allemands ont presque anéanti totalement Rotterdam. Et je criais, il y avait la défense anti-avion qui faisait les sirènes et je criais. Et pour le reste, je ne me rappelle pas tellement parce que j'étais toute petite. J'étais née en 38 et donc j'avais 2 ans et demi. J'ai une photo où je vais parce qu'à partir de 1940, quelques mois après, les lois anti-juives ont commencé à être les lois des Pays-Bas. La reine des Pays-Bas, 3 jours après la capitulation de la Hollande, est partie d'abord en Angleterre, ensuite au Canada avec sa famille, avec sa fille, qui était mariée avec un Allemand qui a été au début dans les Hitlerjugend. Ils se sont mariés en 1937, mais il est devenu hollandais pour le mariage et il a servi d'ailleurs dans l'armée anglaise. Ils sont partis et ils ont laissé le pays aux Allemands. Et c'est absolument incroyable comment ce pays qui était avant-guerre ne connaissait pas l'antisémitisme, absolument pas. Les Juifs en Hollande, 140 000 Juifs aux Pays-Bas, étaient totalement intégrés dans la vie de la Hollande. Ils étaient conducteurs de tram, conducteurs de taxi, ils étaient boulangers, bouchers, ils étaient aussi médecins, ils étaient aussi professeurs, mais ils étaient entièrement intégrés dans le pays. Et presque du jour au lendemain, les Hollandais ont appris, ils ont obéi, ils ont été au-delà d'ailleurs de l'obéissance, ils ont très activement mis en place les lois anti-juives. Et je répète toujours, ce pays de 140 000 juifs, il y a 104 000, 85% qui ne sont pas revenus. 104 000 juifs des Pays-Bas ont été assassinés. Et il n'y a que 35 000 qui sont revenus après la guerre, que 15% qui sont revenus. Et pour nous, je sais comment il y a eu des rafles. Il y avait des lois anti-juives et à partir de 1941, les juifs étaient mis sous couvre-feu. Ils n'avaient plus le droit de sortir de chez eux à partir de 8h du soir jusqu'à 8h le lendemain matin. Ils n'avaient plus le droit, ça c'était presque immédiatement, d'aller dans des parcs, dans des squares, au cinéma, au théâtre, au concert. Ils n'avaient plus le droit d'acheter ailleurs que dans des magasins juifs. Les médecins juifs n'avaient plus le droit de soigner
que des malades juives. Les professeurs d'université n'avaient plus le droit d'enseigner, les étudiants n'avaient plus le droit d'aller à l'université, les enfants n'avaient plus le droit d'aller dans des écoles. Et j'ai une photo de classe où je suis avec une petite classe de maternelle, tous des enfants à peu près de mon âge. Une dame avait fait cette petite maternelle. Et quand je montre la photo de classe, je répète toujours qu'il n'y a que 5 qui sont revenus. Les autres ont été assassinés, ont été gazés, brûlés, ne sont pas revenus. Et je sais que cette vie, je pense que à part les bombardements, je ne me rendais pas tellement compte puisque j'étais toute petite. Et un jour, le jour de mes 4 ans, le 15 juillet 1942, mon père a été raflé dans la rue. Ses parents étaient venus en janvier 1939, après la nuit de cristal, qui était dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Ils sont venus à Amsterdam, ils n'avaient pas d'autre choix, puisque les autres enfants étaient déjà partis ailleurs, en Palestine et à New York, où on devait avoir une habitation. Et les parents d'ailleurs de ma mère étaient également partis en janvier 1939 pour aller en Argentine, où il y avait la sœur aînée de ma mère. Et mon père a été raflé, il était dans la rue. La résistance hollandaise, il y avait une résistance hollandaise, c'est surtout d'étudiants d'université, avaient tué un lieutenant allemand. Et donc, en représailles, les Allemands ont raflé 30 jeunes hommes qui étaient dans la rue. Et mon père était dans la rue. Et pendant 3 jours, il n'est pas revenu. Et ma mère est allée au commissariat et elle a demandé, elle a dit son mari n'était pas revenu. Et au commissariat, on lui a dit, ça peut arriver, peut-être il va revenir, on ne peut rien faire. Et il est revenu 3 jours après, complètement hébété, parce que pendant 3 jours, on a fait marcher ces hommes, nuit et jour, en rond, et personne ne savait ce qui allait se passer. Parce que le côté le plus angoissant, avant que le coup près ne tombe, était qu'il y avait des gens qui disparaissaient et personne ne revenait. Des familles qui disparaissaient et ne revenaient pas. Et personne ne savait où, quoi, comment. Et le même jour où mon père est revenu, on a raflé sa petite sœur. Il avait une sœur plus jeune que lui qui était un petit peu déficiente mentalement. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas partie, qu'elle est restée avec ses parents. On l'a convoquée au commissariat. Et comme tous les juifs avaient été recensés, ils devaient aller au commissariat pour se faire enregistrer. Et au début, on disait ça pour les sauver, mais évidemment, ça n'était pas pour les sauver, c'est pour qu'on puisse les repérer. Et au commissariat, on changeait les cartes d'identité des hommes et des femmes. On mettait devant les prénoms des hommes Israël, tous les juifs s'appelaient Israël et ensuite leur vrai prénom, et toutes les femmes s'appelaient Sarah avant leur propre prénom. Et sur la carte d'identité, il y avait un grand J. Et en plus, il fallait mettre sur tous les vêtements des étoiles jaunes qu'on devait acheter et les coudre sur tous les vêtements dès qu'on était dans la rue. Et il était donc très facile de repérer les juifs. Et la petite sœur de mon père a été convoquée au commissariat. C'était le 15 juillet 1942. Elle a été envoyée tout de suite à Auschwitz, où elle a été gazée le 30 septembre 1942. Mais tout ceci, évidemment, on ne l'a su qu'après. Et notre tour est venu en 1943. Le 12 mars 1943, on a sonné à la porte de la maison de mes parents. Moi, j'étais dans la petite école. Mon père était chez ses parents pour les ravitailler parce qu'il ne parlait pas du tout le hollandais. Et on a sonné à la porte où il y avait 2 soldats. Un soldat
allemand et un soldat hollandais. Et j'ai su, il n'y a pas si longtemps que ça, que les soldats hollandais étaient payés l'équivalent de 5 euros par juif attrapé. Ils ont demandé où était mon pays. Ils ont d'abord demandé est-ce que c'est une maison juive, mais ils le savaient, parce que de toute façon, c'était des voisins à côté de chez nous qui nous avaient donné. Ma mère a dit oui. Ils ont dit votre mari, allez le chercher, allez chercher votre fille. Nous restons là. Et ma mère est allée me chercher à l'école, et chercher mon père. Et après, ils ont dit, mais vous allez faire une petite valise parce que ça peut prendre quelques jours. Et en fait, la valise ou le sac a duré 2 ans. Et le 12 mars 1943, on nous a amenés dans un endroit qui s'appelait le théâtre hollandais, le Hollandse Schouwburg, qui existe toujours, qui est devenu une espèce de musée très beau, très ripolliné en blanc et en bleu. Et je suis passée pendant 1 an devant ce théâtre, parce que ma mère était dans une maison de retraite la dernière année de sa vie et qui était pile en face du tram. Et ce théâtre m'a toujours narguée, parce qu'en rentrant dedans, il y a un mur avec des noms, que des noms, pas des prénoms, en lettres qui scintillent. Et j'ai demandé au personnel là pourquoi il n'y a pas les prénoms. Et ils ont dit ah mais vous savez il y en a trop. Oui, en effet, il y en avait trop, il y en avait beaucoup, beaucoup trop. Et on n'a même pas mis des noms de tout le monde qui passait, juste les noms de famille. Et on est resté dans ce théâtre où presque tous les juifs qui ont été déportés ont passé par ce théâtre. On est resté là-dedans jusqu'au 26 mars 1943, c'est-à-dire 2 semaines. Les enfants étaient tout de suite mis dans un bâtiment en face du théâtre, la crèche. On les a tout de suite séparés. Et je pense que j'ai fermé la porte de cet endroit qui est un endroit épouvantable. J'ai une amie d'enfance qui se rappelle une chose de cette crèche. C'était qu'il n'y avait que des matelas. Il y avait des matelas, des matelas, des matelas et des matelas. Et les enfants étaient couchés sur ces matelas. Et ils étaient donc tout de suite séparés des parents. Et les parents ne pouvaient pas aller les voir. Parce que pour aller les voir, il fallait traverser la rue. Et si on traversait la rue, il y avait la chance quand même qu'on s'échappe. Et donc les enfants étaient affolés, ils pleuraient. Ils étaient dans un état indescriptible et dans le bâtiment, dans le théâtre, les parents ne savaient pas non plus ce qui allait se passer. Parce qu'il y avait des gens qui partaient, des convois qui partaient, des gens qui arrivaient, mais on ne savait pas où ces convois partaient. Dans des camions, ça partait dans des camions, c'est un peu comme le Drancy en France, sauf que c'était dans un théâtre où évidemment il n'y avait aucun sanitaire, il y avait juste des toilettes qui étaient tout de suite bouchées. Tout le monde errait là-dedans, se demandant ce qui allait se passer. Et pour nous, le tour est venu le 26 mars 1943, on a été mis au transport. Mes parents, on est venu me chercher, on a été mis au transport et on est arrivé dans le premier camp. C'était un camp de concentration aux Pays-Bas qui s'appelait Vught et qui est le seul camp qui avait la dénomination de camp de concentration, de camp en dehors de l'Allemagne et de la Pologne, parce que c'était un vrai camp de concentration. C'était un camp avec des miradors, avec des chiens, avec des fils barbelés. Il était situé dans le sud des Pays-Bas, à côté des usines de Philips. Et on est resté là-dedans du 26 mars 1943 jusqu'au 6 juin 1943. Le taux de mortalité des enfants dans ce camp de Vught était de 90%, parce que ce camp avait aussi la cruauté de séparer les hommes, les femmes et les enfants. Les enfants étaient dans une baraque uniquement d'enfants. Et d'abord, les enfants mouraient de maladie, parce que tout de suite,
il y avait des maladies infantiles. Moi, j'ai attrapé la varicelle, la rougeole, une pneumonie, et puis ensuite des fièvres de camp. Et également, les enfants n'arrivaient pas à manger. Il n'y avait pas les parents qui donnaient à manger. Il y avait très peu de nourriture et il fallait que les enfants se servent tout seuls. Et il est évident qu'il y avait aussi des enfants qui avaient 7, 8, 9, 10 ans et qui prenaient la nourriture, le peu de nourriture qu'il y avait. Donc je sais par ma mère qu'au bout de ces 2 mois et demi, que j'avais plus qu'une semaine à vivre tellement j'étais sous-alimentée, faible. Et ma mère, elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle pouvait de temps en temps venir me voir quand j'étais trop malade. Mais les femmes travaillaient et les hommes travaillaient également pour la plupart en dehors du camp. Mon père a travaillé sur un pont où il devait mettre de la dynamite où les hommes, il n'y avait que des hommes mariés qui étaient envoyés sur ces ponts au-dessus de la Meuse et du Rhin parce qu'on leur disait, vous savez, vous pouvez très bien après le travail et que vous aurez enlevé votre pyjama rayé dans lequel vous travaillez, vous aurez vos vêtements, vous pouvez vous sauver. Mais sachez que dès que vous vous sauvez, on va tuer votre famille. Alors évidemment, ils ne partaient pas. Le souvenir que moi j'ai de Fürth, c'est que je pleurais, que j'avais cassé un thermomètre, je me grattais parce que j'avais la varicelle et que je pleurais tout le temps. Et là, les enfants ont quelque part une espèce de volonté de ne plus se souvenir. Et nous, on est restés dans ce camp jusqu'au 6 juin, mais il y a eu un miracle qui nous a sauvés tout au long de ces 2 années de camp de concentration. Mon père avait pu obtenir via un client qui était en Suisse d'avoir un passeport du Honduras. Le Honduras et le Paraguay et l'Haïti, pour beaucoup d'argent, donnaient des vrais certificats de nationalité de ce pays. Nous, on avait la nationalité du Honduras. J'ai le document. Et l'avantage était que ces pays n'étaient pas en guerre contre l'Allemagne, ils étaient neutres. Donc, selon les lois, et les Allemands étaient très très à cheval d'être selon les lois, on ne pouvait pas envoyer les gens dans des camps d'extermination. On pouvait les envoyer dans des camps de concentration, mais pas dans des camps d'extermination. Et ce certificat, miraculeusement, de nationalité est venu pendant que nous étions à Fürth. Et mon père, avant d'aller travailler sur le pont, a dit à ma mère, quand il a eu le certificat, tu montres le certificat quand on te mettra de nouveau au transport. Je ne sais pas quand ni comment, mais tu le montres parce que ça ne peut que être bénéfique. Lui, il est parti travailler sur le pont du 29 mai 43 et nous, on a été envoyés dans le 2e camp le 6 juin 1943 et on est envoyé à Westerbork où mon père nous a rejoints plus tard, le 3 juillet. Westerbork était un camp de déportation. C'était pas un camp de concentration, c'était un camp de déportation où il y avait même une espèce de vie juive. Il y a des photos qui ont circulé sur Facebook où on a fêté Hanouka à Westerbork. On pouvait fêter les fêtes, il y avait plus à manger. Ma mère s'est évanouie en arrivant avec moi. Je ne pouvais plus marcher. Quelqu'un est passé et il a dit pourquoi, qu'est-ce qu'elle a cette dame, et on lui a dit mais sa fille n'a plus qu'une semaine à vivre, elle est complètement sous-alimentée. Et le monsieur qui était juif, qui était le chef de la baraque, a envoyé un message à une tante de ma mère qui était encore à Amsterdam. On a envoyé un colis avec de la nourriture et miraculeusement, je m'en suis sortie. Sinon, je ne serais pas là. Et donc Westerbork était vivable, mais de Westerbork partaient les trains. C'était un camp de déportation. Les trains partaient inlassablement à l'est. Personne ne savait où. En fait, ils partaient ou bien pour Sobibor, ou
bien il partait pour Auschwitz ou pour Bergen-Belsen. Elle a trouvé dans ce camp, elle a trouvé ses beaux-parents. Mon grand-père est mort à Westerbork et mon père ne l'a plus revu. Mais ma grand-mère était là, Jenny Soutzbach. Elle était encore là. Elle a dit reconnaître tellement j'étais maigre. Et quand mon père est venu à Westerbork, il a trouvé sa mère et un jour, le 20 juillet 1943, ma grand-mère a été mise au transport. Et mon père et ma mère l'ont accompagnée à la gare. Et elle pleurait. C'était une femme quand même d'un certain âge. Elle pleurait. Et mon père a demandé au capot si elle ne pouvait pas rester. Il a dit laissez-la, regardez, elle pleure. Et le capot, avant de fermer la porte, a dit mais il n'y a aucun problème, monsieur. Vous n'avez qu'à prendre sa place. Et comme ça, elle ne partira pas. Et ma mère a dit à mon père, elle m'en a parlé tout le temps, tu te rends compte, il voulait prendre sa place. Et mon père n'a pas pris la place de sa mère, et jusqu'à la fin de ses jours, il est mort le 7 janvier 1982, mais jusqu'à la fin de ses jours, il s'en est voulu qu'il n'a pas pris la place de sa mère. Et en fin de compte, son cœur s'est brisé à tout jamais sur cette gare à Westerbork parce qu'il a laissé tomber sa mère et qu'il s'en est toujours voulu. Et je n'ai jamais connu le père dont ma tante parlait, mon père il était très beau, il était très joyeux, il était très sportif, il faisait de la natation, il courait le 100 mètres, il faisait du vélo, il faisait du patin à glace. Et bien ce père-là, moi, je ne l'ai jamais connu, parce qu'après-guerre, il est revenu, et il avait perdu, j'imagine, toute confiance en l'humanité. Il vivait sans vivre. Et pour moi, c'était normal, mais après beaucoup d'années, quand ma tante a parlé de mon père et qu'elle dépeignait comme il était, je ne l'ai pas reconnu parce que je n'ai jamais vu mon père ni nager, ni faire du vélo, ni faire du patin à glace, ni vraiment être heureux. Et nous sommes restés à Westerbork jusqu'au 15 février 1944. Et à Westerbork, les gens pensaient quelque part que ça allait continuer, que ça pouvait continuer comme ça et que la guerre allait s'arrêter et qu'ils allaient rester à Westerbork où il y avait à manger aussi, où il y avait une espèce de vie à part les trains. Mais il n'en était rien pour nous. Et le 15 février 1944, nous avons de nouveau été mis au transport. Et mon père a montré le certificat. Le train, j'ai oublié de dire que ma grand-mère donc a été envoyée avec le train à Sobibor, où à l'arrivée, tout le train a été gazé immédiatement à l'arrivée. Et nous sommes donc partis le 15 février, et comme nous avions ce certificat du Honduras, on a été envoyés à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, j'ai des souvenirs, des vrais souvenirs. C'était un camp de concentration qui était tout au nord de l'Allemagne, à côté de Hanovre, et nous sommes restés dedans presque un an entier. Nous allons donc remercier Evelyne Askolovitch pour cette première émission consacrée